Bonjour, c'est Alban Doucet, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à une fiche de lecture au sujet du livre Triangulation de Michel Drac, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc, pourquoi cette vidéo et est-ce que je vais refaire des fiches de lecture? Probablement pas, c'est plutôt un hommage à la chaîne YouTube que vient de lancer Michel Drac, qui est consacrée à plein de fiches de lecture sur des livres différents. Une chaîne que je vous recommande, que je trouve très intéressante. Et puisque Michel fait des fiches de lecture sur plein de livres, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je fasse moi-même une fiche de lecture sur son propre livre, Triangulation. Donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi triangulation? En réalité, triangulation, ça fait référence à la localisation d'un objet. En l'occurrence, l'objet d'étude de Michel Drac, c'est la France. Et il essaye de le localiser à travers la dimension économique, la dimension politique et la dimension géopolitique. Par avance, déjà, je tiens à dire que le livre est extrêmement complet, hein. Il est issu de finalement 3 conférences données par Michel Drac, et si on devait mettre les conférences bout à bout, ça durerait, je sais pas, environ 5 heures. Et donc, nécessairement, dans cette vidéo, vous allez entendre, je ne peux pas être exhaustif, ce livre est très très riche, ces conférences sont très très riches, donc il y a nécessairement des éléments que je vais devoir éluder ou omettre. Au-delà de ça, quand même, si ce livre est vraiment intéressant à lire, c'est qu'il fait l'effort de conjuguer différentes dimensions, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même rarement le cas, puisque la plupart des essayistes ont tendance à se focaliser sur leur domaine d'expertise, donc soit économique, soit politique, et avoir quelqu'un qui fait un effort, une prise de recul générale sur ces différents environnements, ces différents aspects, c'est assez rare, et donc faut vraiment le saluer, et il faudrait qu'il y ait plus d'essais comme ça, à mon sens. Bon. Donc à plusieurs moments dans cette fiche de lecture, je soulignerai les points sur lesquels je suis vraiment en accord avec Michel Drac et d'autres points sur lesquels je suis en désaccord parce que je trouve que réellement ce qui est le plus fructueux dans un débat, c'est les points de désaccord et essayer de trouver des points d'accord à partir de ça. D'abord, on va commencer par le volet géopolitique, donc qui est le premier volet de cet ouvrage. Donc finalement, dans ce premier volet, Michel Drac distingue 4 approches. La première approche, c'est une approche qu'on pourrait dire structuraliste. Dans cette approche, Michel Drac constate que au niveau général, au niveau de la population, le niveau d'éducation augmente, les flux migratoires augmentent, et finalement, c'est un phénomène de globalisation qui n'est pas seulement le fait de décisions politiques, c'est aussi un phénomène qui est d'une certaine manière sociologique, plutôt d'ordre naturel même. Et il y a aussi la mondialisation des flux d'informations, évidemment, qui tend à renforcer tout ça et à faire qu'on est plutôt dans un village global. Et donc, c'est pas seulement le fait de certains acteurs et seulement le fait d'une volonté politique. Et cette dynamique-là, ça conduit petit à petit à la formation d'une préconscience globale, c'est-à-dire à une espèce voilà, de sentiment d'humanité, ça rapproche finalement les individus, vraiment même ils viennent de très très loin. Après cette approche-là, Michel Drac passe à une approche qu'il appelle infrastructurelle. Infrastructurelle, finalement, ça va être finalement des dispositifs de fonctionnement au niveau du système, et il constate que quand on se donne des normes protectionnistes, ça va avoir tendance à favoriser une forme d'égalité au sein des sociétés, et quand au contraire on se dote de règles libre-échangistes, mécaniquement, ça va produire des inégalités entre les acteurs. Donc ça, c'est pour l'approche infrastructurelle qui est développée de manière relativement rapide. Ensuite, il passe à l'approche événementielle. Dans l'approche événementielle, Michel Drac revient sur la notion d'impérialisme, une notion qui est relativement élargie. Il revient sur l'essence de l'impérialisme anglo-saxon,
sur les raisons du déclin de cet empire et les stratégies de survie qui peuvent être envisagées par cet empire. Donc ça donne vraiment oui, une approche qui est relativement complète sur ce que beaucoup de gens appellent empire. Et bon, dans la définition qu'il a d'un empire, c'est vraiment une définition qui est très élargie et qui rapproche finalement la notion d'empire de système, d'une certaine manière. Donc comme je le disais, selon Michel Drac, la notion d'empire peut être comprise comme un système politique oligarchique, et au niveau géopolitique, il peut être compris comme un hégémon, c'est-à-dire un contexte dans lequel un État prend la tête d'une ligue d'autres États à l'intérieur de laquelle il exerce une influence prépondérante. Donc voilà, on n'a pas besoin d'exemples, même si directement on pense effectivement aux États-Unis qui ont un rôle prédominant dans la conduite des États européens. Au terme de ces différentes approches, Michel Drac donne une définition sur ce qui serait selon lui l'essence du système. C'est un extrait que je vais vous lire, puisque selon moi je suis particulièrement d'accord avec cet extrait-là, mais c'est parce que je suis particulièrement d'accord avec cet extrait-là que je vais être parfois en désaccord sur d'autres conceptions de Michel Drac. Donc je vais vous lire l'extrait. Force est de constater que sur la longue période, tout s'est passé comme si l'Empire n'avait au final pas d'autre substance que le capital en lui-même. Le capital avec un grand C, le capital comme principe. Donc là, le capital, c'est à comprendre comme facteur économique. Et là, vraiment, je rejoins totalement Michel Drac. C'est assez peu dit finalement dans les milieux alternatifs, etc. Mais c'est vrai que quand on a une lecture très économique de la réalité et qu'on comprend ce que sont les facteurs économiques, ce que signifie le capital, c'est-à-dire que le capital, ça peut se définir assez largement comme toute forme de propriété lucrative finalement. Quand on étudie ça réellement, effectivement, tout se passe, tout se déroule comme si en réalité l'essence vraiment du système, c'était le capital. Là, je le rejoins totalement. Et je reviendrai sur cette citation-là parce que c'est cette citation-là qui fait que parfois je suis en désaccord avec Michel, justement. Bon, la dernière approche, malgré tout, qui clôt un petit peu le volet géopolitique, mais qui est particulièrement développée, disons, c'est une approche mystique, dans laquelle Michel Drac va à la fois développer l'impérialisme face aux religions, donc les religions telles que la religion, l'islam, le catholicisme, etc., etc., et notamment sur le rôle que peuvent jouer les agences de renseignement en tant qu'intermédiaires, etc. Et dans cette approche mystique, l'autre point qui est abordé, c'est les religions propres à l'oligarchie mondialiste. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, je connaissais très peu, c'est quelque chose qui m'intéresse finalement que modérément. Mais du coup, moi j'ai appris des choses de ce côté-là. Donc voilà, il distingue le judaïsme, le kabbalisme, le néopaganisme, le panthéisme. Moi, à titre personnel, pour le coup, je serais plutôt proche du panthéisme, même si je suis pas un mondialiste, etc. Mais c'est marrant de les voir, de le voir analyser ça. Bon, je trouve ça intéressant, même si c'est pas pour moi très structurant dans les décisions propres au système. Donc ça, c'est pour l'aspect géopolitique. Maintenant, on va passer au volet économique, qui est beaucoup plus gros, hein. Je crois que ça fait au moins la moitié, même les deux tiers du bouquin. Donc le volet économique est particulièrement développé. Bon, je m'en plains pas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, Michel Drac revient sur le processus de conscientisation politique, hein, qui est déjà évoqué dans le volet géopolitique, et qui lie, selon lui, à la hausse des niveaux de vie, hein. Plus le niveau de vie augmente, plus la conscience politique des individus augmente. Parce qu'effectivement, quand on est quasiment dans une situation d'esclavage, on n'a pas le temps d'élever sa conscience politique.
Michel Drac remarque qu'on vit une époque où le pouvoir, d'une part, va avoir tendance à se concentrer, et il va également constater qu'on est dans une époque où le pouvoir va faire preuve de plus en plus de violence. Selon Michel Drac, c'est pas une preuve de force, mais plutôt une preuve de faiblesse. Un pouvoir qui est aux abois, c'est un pouvoir qui va être beaucoup plus agressif qu'en temps normal. Parce qu'un pouvoir qui est extrêmement puissant et qui est conscient de sa puissance ne va pas avoir besoin de montrer qu'il est violent. Il va peut-être être violent, mais il va le dissimuler au maximum. Alors que là, on a l'impression d'avoir affaire à un étalage de violence. Et donc là, on a vraiment l'impression que c'est une preuve de fragilité. Euh, Dans ce cadre-là, je ferai bien une parenthèse. Le livre a été publié en 2015, donc c'était avant le Brexit, avant Trump. Je pense que ces deux élections ont à la fois montré l'agressivité du pouvoir, c'est-à-dire que là on va avoir des campagnes médiatiques ultra agressives en défaveur du Brexit ou de Donald Trump, et malgré cette agressivité, cette concentration des pouvoirs qui est criante, le, le pouvoir va être mis en faiblesse puisque les élections vont se faire en sa défaveur. Le vote va être des défaites finalement du système en place qui dévoile sa faiblesse. Donc ça c'est pour l'actualité récente. Voilà. Maintenant je vais vous lire un point de désaccord que j'ai avec Michel Drac. Je vais d'abord lire l'extrait. La réintroduction massive de l'inégalité dans la structure des sociétés développées, pour le pouvoir, c'est une solution. Comme toutes les sociétés du monde ont vocation à converger vers ces sociétés développées, si on les fait converger vers une structure fortement inégalitaire, on les fait avancer vers une solution compatible avec les possibilités écologiques et énergétiques de la planète. Au fond, ce que dit Michel Drac dans ce passage, c'est une idée qui revient quand même à beaucoup d'endroits, c'est qu'en réalité, s'il y a un accroissement des inégalités, c'est parce que c'est une intention, c'est souhaité réellement par l'oligarchie. Alors, si je pratiquais la novlangue, je dirais que Michel Drac fait preuve de conspirationnisme ou de complotisme. Bon, sauf que ces deux mots, je pense qu'il ne faut pas les utiliser parce que c'est des éléments de novlangue qu'il faut dénoncer. Hein, ça a apparu dans les années 50-60. Donc j'encourage tout le monde à ne plus utiliser ces mots-là, et particulièrement Michel Drac qui lui-même les utilise. Donc voilà. En revanche, donc je n'utiliserai pas ces mots-là. En revanche, je vais dire que sur ce point spécifique, Michel Drac surestime, selon moi, hein, Michel Drac surestime l'intentionnalité des acteurs. Et pour ça, je vais revenir au début. Quand au début Michel Drac dit que finalement la manière dont se comporte le système laisse penser que son essence, ce serait au fond que le capital en tant que facteur économique, ça implique qu'on soit dans un système qui finalement est guidé par le capital, donc c'est-à-dire par la somme de toutes les propriétés lucratives. Je ne veux pas être trop théorique, donc je vais essayer de prendre un exemple pratique. Quand par exemple un fonds de pension rachète une entreprise française pour procéder à des licenciements ou à des baisses de salaire, là c'est une expression du capital. Et si vous voulez, le fonds de pension ne va pas racheter l'entreprise française et baisser les salaires parce qu'il a reçu un ordre de certains acteurs haut placés, de Bilderberg ou de la Trilatérale. Malheureusement, c'est beaucoup plus trivial que ça. C'est-à-dire que si le fonds de pension rachète l'entreprise et qu'il la dégraisse et il enlève tous les investissements qui pourraient assurer une forme de pérennité à l'entreprise, etc., et qu'il y a une espèce de fonctionnement à très court terme, ça, c'est pas une intentionnalité d'acteur, selon moi. C'est simplement que le système fonctionne comme ça, qu'il y a des actionnaires qui ont une obligation vis-à-vis de leurs clients, qu'ils doivent assurer un maximum de rentabilité, et que pour avoir ce maximum de rentabilité à une horizon de court terme,
le, le fonds de pension doit fonctionner comme ça et doit avoir un comportement économique très agressif. Très agressif, pardon. Donc, voilà, pour moi, c'est simplement la manière de fonctionner du système qui va encourager les inégalités. C'est-à-dire que le facteur capital, son essence première, finalement, c'est de croître, c'est de se développer, c'est de grossir sans cesse. Et son moyen principal, historiquement, c'est d'écraser le facteur travail. Et le fait que le capital écrase le facteur travail, c'est pas une intentionnalité forcément des acteurs. Pour moi, c'est beaucoup plus un aspect systémique. Et l'inégalité qui se développe et toute la vague de néolibéralisme à laquelle on assiste depuis 40 ans, c'est aussi beaucoup plus à mettre en lien avec une dimension systémique. C'est-à-dire que quand le capital ne peut plus croître à travers la croissance économique, parce que la croissance économique est arrivée à un plafond, le seul moyen qu'on a, c'est de mettre en place une politique libérale ou ultralibérale qui va mécaniquement faire grossir les inégalités. C'est beaucoup plus quelque chose de systémique qu'une véritable plan d'acteurs qui souhaiteraient planifier la gestion des ressources en favorisant les inégalités, selon moi. Voilà pour le petit point de désaccord que j'ai avec Michel Drax sur cette lecture-là de la réalité. Bon, il y a un point aussi qui est très intéressant, Michel Drac, et là, enfin, là je suis relativement d'accord, c'est même intéressant de le formuler de cette manière-là. Michel Drac parle d'un pilotage par le virtuel, c'est-à-dire que puisqu'on a constaté que l'économie réelle ne pouvait plus grossir, mais que le système avait besoin systématiquement de continuer à grossir pour vivre, hein. Le capitalisme, c'est une forme de croissance permanente, et quand il n'y a plus de croissance, le système un peu implose ou explose. Mais face à ça, l'alternative qui a été trouvée, c'est de créer une espèce d'économie virtuelle, qui est en réalité l'économie financière, pour permettre au capital de grandir sans cesse, sans fin. C'est assez extraordinaire, et effectivement, on peut parler de pilotage par le virtuel. Voilà. Depuis au moins 15-20 ans, enfin depuis, ouais, même 30 ans. Voilà, donc après Michel Drac revient beaucoup sur la zone euro et les cohérences fondamentales de la zone euro, hein, qui est par exemple le fait d'avoir une monnaie unique dans des zones économiques hétérogènes, etc., etc. Ça, c'est des analyses sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui sont très très intéressantes, mais vu que je maîtrise, je vais pas revenir sur ça, hein. Il y a qui? Il y a Jacques Sapir qui fait ces développements-là, il y a Emmanuel Todd, il y a beaucoup de gens François Asselineau, etc., hein. Il y a beaucoup de gens qui font ces analyses-là, qui sont reprises par Michel Drac. Effectivement, hein, il y a des incohérences fondamentales dans l'Union européenne et dans l'euro en tant que monnaie. Je ne vais pas revenir dessus, mais elles sont allègrement reprises dans le livre. Donc Michel Drac essaye de se reconcentrer sur l'objet France, qui était l'objectif du bouquin, et il essaye de détailler ses forces et ses faiblesses, notamment au niveau économique. Au niveau des forces, Michel Drac rappelle qu'il y a des marges de manœuvre financières plus importantes en France qu'ailleurs, parce qu'on a notamment un bon niveau d'épargne, etc., etc., et Michel Drac rappelle ça. Bon, moi, malgré tout, j'ai tendance à nuancer cet aspect-là, parce que finalement, si demain on se retrouve dans une crise généralisée des dettes souveraines, hein, parce qu'il n'y aura pas que la France qui sera touchée, hein, quand on sera dans cette crise-là, tous les États, hein, du Japon, les États-Unis, l'Italie, tous les États sont dans cette situation-là, et donc il est probable que beaucoup d'États en même temps soient confrontés à ce problème-là, et qu'ils s'en sortent soit en dévaluant massivement leur monnaie, soit en renonçant à une partie de la dette, mais il y aura en gros des moratoires sur les dettes qui se réaliseront tout en même temps. Donc, s'imaginer que la France a des marges de manœuvre, ça implique nécessairement de dire qu'on paiera, on remboursera cette dette.
Alors qu'en réalité, enfin, ça me paraît absurde de penser absolument qu'il faille la rembourser, hein. C'est-à-dire que quand le peuple reprend le pouvoir, il fait un peu ce qu'il veut avec sa dette, hein. Voilà. En revanche, les autres forces qui soulignent, il y a le nombre, hein, le nombre de Français qui est important, qui est plus important que la Suisse, elle, qui a beau avoir des qualités démocratiques indéniables, le fait qu'on soit plus nombreux, ça nous apporte une force considérable. Et puis, au-delà du nombre, il y a l'aspect démographique, c'est-à-dire qu'on a une démographie qui est relativement dynamique, même au-delà de l'immigration, on a vraiment une dynamique au niveau démographique qui est beaucoup plus importante et qui fait que tôt ou tard, avec l'Allemagne, les courbes démographiques vont se croiser. Voilà. On a une taille critique aussi, au-delà de ce nombre, on a une taille critique qui fait que on peut, si la France bouge, ça fait bouger le reste du monde. C'est-à-dire que si la Grèce sort de la zone euro, ça peut encore continuer à tenir. Si la France sort de l'Union européenne ou de l'euro, c'est quasiment mort, si vous voulez. Quand on est le carrefour quasiment de l'Union européenne, on ne peut pas s'imaginer faire les choses sans certains pays. Donc ça, on peut le voir aussi comme une force en termes de moyens de pression, de rapport de force, etc. Au niveau des faiblesses, alors malgré tout, ouais, il y a l'aspect du déclin. Donc c'est d'une part le commerce extérieur qui va avoir tendance à baisser lentement, à se dégrader lentement, mais malgré tout il se dégrade. Le déficit budgétaire qui est là, qui est présent depuis plusieurs décennies et qui n'arrive pas à être résolu. Après, bon, on peut penser que c'est aussi voulu parce que ça permet à certaines personnes de racheter des obligations d'État et de placer certains fonds, hein. Et voilà, on est dans une société, remarque Michel Drac, qui est plutôt bloquée, c'est-à-dire qu'il y a des pays pour lesquels il va y avoir des réformes qui vont être mises en place, les courbes vont partir soit à la hausse, soit à la baisse, mais il va y avoir des vraies tentatives d'évolution. La France, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a des courbes qui sont très très stables, qui sont relativement droites, mais orientées à la baisse quand même. Et du coup, ça symbolise vraiment le fait qu'on soit dans une société qui est bloquée, qui n'arrive pas à se réformer, et qui va lentement, mais elle va lentement plutôt vers le bas. De ce côté-là, c'est pas tout à fait rassurant. Bon, oui, alors Michel Drac, comme beaucoup, hein, je pense, y compris moi-même, pense qu'il y a plus de chances que l'euro explose en vol, qu'on arrive à faire une construction européenne suffisamment unifiée pour que l'euro puisse fonctionner. Bon. Après, est-ce que on pense ça parce qu'on est influencé et que on est très très eurosceptique, ou parce qu'on est plus au fait de certaines réalités? Je sais pas. Je pense que malgré tout, quand on est objectif, on suppose qu'il y a plus de chances que l'euro explose. Au niveau des crises financières, les crises financières s'accompagnent de crises qui vont être plutôt des crises économiques, des crises budgétaires, etc. Et depuis 2008, c'est à l'occasion de 2008 qu'on a eu la fameuse crise des dettes souveraines. L'expression est apparue. En réalité, la solution, il n'y a toujours pas de solution qui a été apportée, hein, puisque les États, au contraire, sont de plus en plus surendettés et que les États se sont encore plus surendettés pour résoudre la crise financière. Donc finalement, ça a plutôt été une accélération de la crise des dettes souveraines qu'une résolution. Euh, je pense que la prochaine crise financière ne pourra pas être résolue par des endettements d'États qui sont déjà surendettés. Donc la résolution de la crise des dettes souveraines adviendra nécessairement, me semble-t-il, lors de la prochaine crise financière. Après, ce qui est intéressant avec Michel Drac, c'est qu'il revient sur ses propres pronostics qu'il a établis par le passé. C'est-à-dire dans ses précédents livres, il avait fait des pronostics et il constate que les tendances économiques lourdes qu'il avait estimées étaient relativement bonnes, étaient relativement correctes, hein.
Bon, voilà, ça se dégrade lentement, etc. Et au niveau de la psychologie collective, selon lui, il était également dans les clous. En revanche, là où Michel Drac reconnaît se tromper, assez honnêtement, c'est sur l'estimation de ce que feront nos hommes politiques, nos gouvernants. Donc il donne quelques exemples. Par exemple, il pensait euh, que Ben Bernanke ferait sauter le dollar. Bon, malheureusement ou heureusement, le fait est que Ben Bernanke n'a pas fait sauter le dollar, il a été remplacé par Yellen, qui fait à son tour tout ce qu'elle peut pour sauver le dollar, mais voilà. Mario Draghi, il pensait qu'il était là pour verrouiller l'euro et couler l'UE. En réalité, c'est pas tout à fait ça qui se passe, hein. Ceux qui essayent le plus de verrouiller l'euro, c'est plutôt Schäuble et Mario Draghi, il essaye de plutôt aller vers une politique de quantitative easing comme ça a pu se faire aux États-Unis. Et puis il pensait aussi par exemple que Merkel, sur le plan géopolitique, avec les crasses qu'avaient pu faire les États-Unis au niveau des écoutes, etc., il pensait que Merkel rééquilibrerait et se mettrait un peu en tampon entre la Russie et les États-Unis. Mais non, elle est restée très très fidèle malgré tout aux États-Unis. Et donc ça, c'est des constats d'échec au niveau des pronostics de Michel Drac. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'il y a des choses qui sont imprévisibles au niveau des acteurs. Michel Drac se pose la question, pourquoi est-ce que le système tient? Selon Michel Drac, ça tient au fait, en partie, que l'âge médian du corps électoral des Français est au-dessus de 50 ans. C'est-à-dire que ce sont des personnes âgées qui ont très peu d'intérêt, notamment des intérêts économiques, à l'explosion de l'euro. Donc ces personnes-là vont tout faire pour que l'euro n'explose pas. Bon, parce que effectivement, généralement, les classes, les retraités ou même les patrimoines importants ont absolument pas intérêt à ce que l'euro explose parce que ça suivrait au minimum d'une forte inflation, d'un renoncement de l'État à une partie de ses obligations, etc. Donc ça nuirait à beaucoup de gens qui ont de l'épargne. Euh, bon. C'est une lecture que je peux admettre dans une certaine mesure, mais il ne faut pas tout sonder là-dessus, hein. Moi personnellement, ce qui va déterminer les votes, par exemple à l'élection présidentielle, dans les débats que j'ai avec vraiment un panel très très large, euh, c'est rarement des questions purement économiques, c'est plutôt des questions un peu idéologiques, hein. Même les gens qui sont âgés de 50 ans, c'est pas, ils pensent pas réellement à leurs petites économies, hein. C'est plutôt j'écoute France Inter, mon Dieu, j'ai peur de Marine Le Pen, je vais voter Macron. C'est plutôt des réflexions de cet ordre-là qui sont de l'ordre de conditionnement pavlovien. Il y a peut-être des personnes effectivement qui réfléchissent en termes économiques, en termes d'évaluation de la monnaie en cas de sortie de l'euro, mais je pense que c'est minoritaire. Dans ses notes complémentaires, Michel Drac revient sur la notion de richesse et il rappelle qu'en fait, donc selon sa définition, la richesse c'est la capacité des individus à se procurer des biens. Et si on retient cette définition, effectivement, on est collectivement très riche. Si on compare notre capacité à acheter des œufs et du lait par rapport à il y a 50 ans ou il y a 100 ans, on est extrêmement riche. Ça, c'est le premier constat que pose Michel Drac. Euh, Après, il prend cet élément-là et pourtant il dit qu'il y a un sentiment de pauvreté qui est particulièrement développé. Et il essaye de comprendre pourquoi. Et selon lui, le sentiment de pauvreté est lié d'une part à l'insécurité des emplois, du taux de chômage élevé, où on sait qu'on est prêt à accepter des conditions de travail assez terribles, parce qu'on aura beaucoup beaucoup de mal à retrouver un emploi. Donc ça c'est le premier élément de pauvreté, du sentiment de pauvreté. Et puis on voit bien aussi qu'il y a une dérive inégalitaire qui s'accroît. C'est-à-dire que même si effectivement on peut acheter beaucoup plus de pain et de lait qu'il y a 50 ans, on voit bien que les fins de mois sont quand même relativement dures à boucler vu
vu les consommations de biens, de services, d'internet, etc. qu'on a, nous on a vraiment, enfin, beaucoup de gens ont du mal à boucler leur fin de mois, et paradoxalement, il y a des millionnaires qui étalent leur yacht sur la Côte d'Azur, si vous voulez, et cette inégalité-là, cette rupture, cette fracture inégalitaire qui est croissante, ça pèse, ça renforce le sentiment de pauvreté. Bon, toujours dans ce volet économique, Michel Drac revient sur la notion de productivité. Selon lui, il y a différentes mesures de la productivité, avec une manière de calculer la productivité pour les investisseurs, ou pour les économistes, ou pour les ingénieurs, ou pour les salariés, et à chaque fois, cette mesure sera différente, parce que les attentes seront également différentes, et les angles d'analyse également. Selon lui, un des enjeux majeurs en termes d'économie politique, et je le rejoins en grande partie sur ce constat-là, un des enjeux majeurs, c'est d'arriver à réconcilier la conception de la productivité qu'ont les investisseurs et la conception de la productivité qu'ont les ingénieurs et les salariés. Si on arrive à faire ça, on fluidifie, on apaise énormément le système économique. J'ai écrit une série d'articles qui s'appelle L'érosion et l'évaporation du capital, et qui, à terme, arrive à une solution qui permet de faire converger les paradigmes de l'investisseur, de l'ingénieur et du salarié surtout. Voilà. C'est une espèce de mutualisation permanente d'un système qui pourrait être le capitalisme à la base. Bon. Dans une autre partie de son livre, Michel Drac essaie de développer une critique économique et particulièrement du dogme en matière d'économie politique. Donc je vais vous lire un extrait de son livre. Je crois qu'il y a eu en l'occurrence beaucoup de conformisme, pas mal de lâcheté et un certain manque d'imagination. Les classes dirigeantes françaises sont trop homogènes, elles ont un besoin de sang neuf, et c'est vrai dans le domaine économique comme dans tous les autres domaines. Donc finalement, Michel Drac, dans cet extrait, explique le manque de vision en matière de système économique et d'économie politique des classes dirigeantes par un manque de sang neuf. C'est pas un désaccord frontal que j'ai avec lui, effectivement, c'est certainement un manque de sang neuf. Au-delà de ça, au niveau économique, il y a quand même quelque chose de plus grave que simplement un manque de sang neuf et un manque de vision variée. Actuellement, la science économique est touchée par une forme de fanatisme, mais enfin, c'est quasiment un problème d'ordre religieux, hein. Pour ça, j'ai mentionné le livre de L'imposture économique de Steve Keen. L'imposture économique, donc c'est un livre qui va faire une critique de la science économique en général, mais également et surtout de l'économie néoclassique et de ces dogmes qui vont conditionner toute sa pensée. C'est un livre qui n'est pas forcément facile à lire parce qu'il va rentrer dans le détail mathématique de ces théories qui sont des abstractions mathématiques assez incroyables, assez fascinantes, mais qui sont construites sur des hypothèses totalement absurdes. C'est un peu comme si on construisait un château incroyable sur des sables mouvants. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme, voilà, comme une belle architecture construite sur des bases absolument vaseuses, malsaines, qui peuvent que s'enfoncer et faire foirer le truc. Vraiment, c'est ça. Donc, si vous avez la patience, je recommande L'imposture économique de Steve Keen. Si Michel Drac a la gentillesse, je serais très heureux de l'écouter faire une fiche de lecture sur L'imposture économique de Steve Keen, qui est un ouvrage vraiment central en matière d'analyse critique de l'économie politique actuelle. Voilà, au terme de ce, voilà, Michel Drac revient sur une critique de l'euro sur le plan économique et politique, sur les voies de sortie. Il revient sur ses écrits antérieurs, ses analyses, et il essaye de dégager des prospectives. Et enfin, il y a le volet politique, donc qui est relativement petit, donc voilà, c'est la troisième dimension qu'aborde en fin de livre Michel Drac, qui est beaucoup plus court que les autres parties, hein, qui doit faire une vingtaine de pages environ.
Et il se lance dans une comparaison que j'ai trouvée assez intéressante avec l'État italien de 1970. Donc il trouve des points communs avec l'État français, donc enfin je veux dire, comparaison n'est pas raison, mais malgré tout il y a des voilà, il y a des points communs intéressants. Donc, notamment, il note la vie démocratique qui est une illusion, un pays qui est potentiellement rebelle et un parti d'opposition puissant avec une alternative géostratégique réelle. Donc là, en disant ça, il pense notamment au PCI, le Parti communiste italien, qui était en lien avec l'URSS à l'époque, et du coup qui aurait fait basculer l'Italie dans un autre bloc si jamais il avait réussi à prendre le pouvoir. Euh, et là, finalement, aujourd'hui, le FN joue un peu le même rôle avec une volonté d'ouverture avec la Russie qui rééquilibrerait les choses par rapport euh, à tous les partis hyper-atlantistes qui sont des partis de gouvernement et des partis traditionnels. Donc, il note ces trois points-là. Comme en Italie dans les années 70, le système utilise la stratégie de l'attention. Il fait d'une part une mise en garde contre les conspirationnistes qui croient savoir ce qui se passe alors qu'en réalité, ben, quelqu'un de sage, en fait, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas, d'accord. Il différencie, donc Michel Drac différencie même deux catégories de personnes, ceux qui croient savoir ce qui se passe et ceux qui savent qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Dans ce cadre de la stratégie de l'attention qui est de l'attention, ouais, de là, plus loin attention, hein, qui est déployée par le système. Donc d'abord, Michel Drac ramène la stratégie de l'attention à un objectif de stratégie d'intoxication, qui est d'amener la cible, donc en l'occurrence la population, à un récit irrationnel et déréalisé. Et selon lui, la meilleure méthode pour lutter contre cette stratégie de l'attention consiste à élever le niveau de l'analyse de la population, puisque quand on élève le niveau d'analyse de la population, on aiguise son sens critique, et du coup ça implique d'injecter des fonds supplémentaires dans la stratégie de l'attention pour convaincre les gens que ce sont effectivement tels ou tels acteurs qui sont qui fomentent l'attention observable dans la société. Bon, sur l'illustration de cette stratégie de l'attention, Michel Drac revient sur l'affaire Charlie. Donc bah, j'ai fait une vidéo sur ça, je vais vous renvoyer plutôt vers cette vidéo, euh, plutôt que de retourner dans le détail de l'affaire Charlie, mais effectivement, c'est une affaire qui est emblématique en matière de la stratégie de l'attention actuelle. Et enfin, donc Michel Drac conclut sur le calme avant la tempête. Il constate qu'effectivement, actuellement, tout est calme, tout est très calme au vu de tous ces éléments qui devraient faire qu'il y ait beaucoup plus de tensions, à la fois sociales, économiques, politiques, etc. Et le fait que la situation finalement soit extrêmement calme, ça laisse présager une crise à venir qui va être violente, paradoxalement. Et bon, voilà, faut pas surestimer non plus l'ampleur de la crise à venir, mais effectivement, il y a de fortes chances pour qu'elle soit violente. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres fiches de lecture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.